à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part le 21 avril 1526. L'armée du prince Babour défait près de Delhi celle du sultan Ibrahim Lodi. Tout le nord du sous-continent indien passe sous le contrôle des Moghols, donnant naissance à un empire musulman tolérant qui marquera l'histoire de l'Inde pendant 3 siècles, jusqu'à la colonisation britannique. Ensemble, découvrons la conquête de Babour. Les jardins du palais de Kaboul sont calmes, frais et plaisants. Rien de mieux pour se remettre de plusieurs années de combats incessants, ou se consoler des revers subis par les terribles guerriers ouzbeks. Pourtant, le prince Babour, qui s'est emparé de la ville en 1504, s'y morfond depuis 15 ans déjà et s'ennuie. Comme Alexandre le Grand et des dizaines de chefs de guerre avant lui, il rêve de l'Inde, de ses richesses merveilleuses et inépuisables. Mais ses bègues, les chefs militaires de son entourage et ses frères sont réticents. Au nord du sous-continent, en effet, des envahisseurs afghans et pastounes ont fondé 2 siècles plus tôt le sultanat de Delhi. Les Pastounes sont un peuple indo-iranien historiquement basé sur le nord-ouest du Pakistan et le sud-est de l'Afghanistan. Musulmans sunnites, ils sont aujourd'hui l'ethnie majoritaire en Afghanistan. Et le fruit ne s'annonce pas facile à croquer. Il est défendu, dit-on, par des centaines de milliers d'hommes et des milliers d'éléphants. Ce à quoi Babour rétoque par les rapports des marchands et des espions dépeignant un autre tableau. Le sultanat n'est plus que l'ombre de lui-même. Son aristocratie divisée méprise le sultan Ibrahim Lodi, tandis que le peuple déteste sa tyrannie. Ibrahim Lodi, héritier du sultanat à la mort de son père, Simkandar, deuxième représentant d'une dynastie pastoune implantée à Delhi en 1451, rejeté par une partie de la noblesse au profit de son frère cadet Jahal. Ibrahim le fait assassiner et règne ensuite par la terreur, encourageant l'intervention de Babour. Durant de longues années, Babour médite, prépare, tâte le terrain. En lançant quelques raids en Hindoustan, il réorganise aussi son armée, profitant des contacts avec les Ottomans à l'ouest, alors la plus vaste et la plus moderne des entités politiques musulmanes. Le futur conquérant n'en a pourtant guère le profil. Né en 1483, ce prince turco-mongol, musulman sunnite, turcophone et de culture administrative persane, revendique une prestigieuse filiation avec les Mongols, ce qui lui vaudra d'être qualifié de Moghol par ses futurs sujets indiens. Mais son bilan militaire est loin de celui de son prétendu ancêtre Tamerlan. Souverain depuis l'âge de 12 ans de la province de Fergana, à la jonction entre Afghanistan et Tranxiran, il a échoué à étendre son domaine. S'il a pris en 1497 la riche cité de Samarkand, les Ouzbeks l'ont envie de déloger. Puis une révolte de sa noblesse l'a chassé de son domaine, et la Perse safavide lui a cherché des ennuis. Sans cesse repoussé vers le sud, Babour a été quasiment contraint de prendre Kaboul, refuge où il refait ses forces. Il en sort en 1514 pour reprendre Samarkand, aussitôt reperdu. Dans ces guerres incessantes, Babour a donc été plus souvent vaincu que vainqueur. Tout espoir étant éteint de reconquérir son royaume originel, il voit dans la conquête de l'Hindoustan une nécessité. L'Afghanistan est certes prospère, mais 1000 fois moins que l'Inde, et surtout, il est déjà difficilement gouvernable, mais il offre de formidables cavaliers et chevaux auxquels Babour peut ajouter d'autres cavaliers archers d'origine mongole. Le système d'armes séculaire de l'Asie centrale, le réservoir de barbares indispensable à toute conquête, comme le dit si bien Gabriel Martinez-Gros dans sa brève histoire des empires en 2014, il ne manque qu'une occasion que le sort s'empresse de lui offrir en 1524. 2 proches parents d'Ibrahim Lodi viennent lui proposer de le renverser et de s'emparer du trône. Pour lancer son offensive, Babour dispose d'une armée composée de Turcs, de Mongols, de Perses et d'Afghans, en tout 18 000 cavaliers, 2 000 fantassins équipés d'armes blanches et 5 000 archers, arquebusiers et artilleurs, avec quelques dizaines de canons et 700 chariots. C'est peu au regard des standards indiens, mais Babour a l'avantage dans tous les autres domaines. Sa force est composée de vétérans professionnels rompus aux manœuvres collectives, bien organisés, politiquement motivés et dotés grâce aux armes modernes d'une écrasante puissance de feu. Combiné à la traditionnelle mobilité des archers sceptiques qui terrorisent l'Eurasie depuis des siècles.
Informé de la menace, Ibrahim Lodi recrute 30 000 paysans au chômage, bien contents de trouver un revenu. Mais ils sont mal équipés et leur valeur militaire est douteuse. S'y ajoutent environ 25 000 cavaliers lourds afghans, pratiquement sans archers montés. Le sultan peut toutefois compter sur une centaine, voire 400 selon certaines sources, d'éléphants cuirassés, montés chacun par 2 ou 3 archers et lanciers. Une armée indianisée, rigide, où les traditions de mobilité venues de l'Asie centrale sont absentes. Combiner cavaliers lourds et éléphants impose mécaniquement un choc frontal. Si la masse des fantassins précédait des pachydermes et spectaculaires, l'ensemble est miné par l'indiscipline et se meut fort lentement. Babour exploite ses failles en prenant l'initiative par les étroites passes montagneuses. Ses troupes débouchent dans la plaine du Pendjab, terrain plat idéal pour la cavalerie. Après plusieurs mois de raids et d'escarmouches sanglants, Babour installe son armée à Pinipat, à 90 km au nord de Delhi. Celle d'Ibrahim Lodi plante bientôt son camp, non loin de là. Les deux adversaires s'observent. Pendant une semaine, le sultan profite pour se renforcer, tandis que l'envahisseur lance des attaques de nuit, parfois hasardeuses, mais riches en renseignements. Face aux masses adverses qu'il a identifiées, Babour veut éviter à tout prix le débordement. Il choisit donc d'ancrer son dispositif à droite de la cité et à gauche des fossés artificiels complétés par des barrières et des pieux. Au centre, l'armée emprunte une remarquable invention des Hussites, passée aux Ottomans par les Hongrois au siècle précédent. 700 chariots attachés par des cordages ou des chaînes forment une fortification de campagne capable de résister à la cavalerie et aux éléphants. Mais les liaisons peuvent être abaissées pour laisser passer la cavalerie amie, lancée en contre-attaque ou se repliant après une charge. Entre les chariots, des matelas abritent environ 5000 tireurs, arquebusiers ou archers à pied, soutenus par des canons assurant la protection rapprochée. À l'arrière, enfin, se tient une réserve générale de cavalerie flanquée de 2 ailes, prête à intervenir. L'ensemble des forces, spécialement la cavalerie, reprend le principe de la Tulungma, créé par les Ouzbeks à partir d'un dispositif centra-asiatique amélioré par les Ottomans. Les grands corps de l'armée, notamment les ailes de 6000 cavaliers archers, chacune sont subdivisées en sous-unités constamment drillées, capables de manœuvrer et de combattre séparément tout en restant coordonnées, ce qui confère une formidable souplesse. En face, rien d'aussi sophistiqué. Les éléphants sont déployés devant la cavalerie lourde, précédant les masses d'infanterie. Le combat du 21 avril 1526 n'est que la première bataille de Pinipat, car la ville a vu 2 autres batailles sous ses murs. La deuxième survient le 5 novembre 1556. Une armée d'invasion commandée par Emou, général en chef de l'empereur afghan, a profité alors de la mort accidentelle d'Humayun, fils de Babour, pour prendre Delhi. Les Moghols, emmenés par le fils d'Humayun, le tout jeune Akbar, 13 ans, viennent récupérer son héritage. Dans la bataille, Emou reçoit une flèche dans l'œil et perd connaissance, ce qui provoque la panique dans son armée. Capturé vif, il est décapité. Sa tête expédiée à Kaboul, son torse à Delhi. Plusieurs milliers de ses soldats prisonniers sont exécutés également. Leurs têtes empilées en minierettes de crâne, encore appelés piliers de la victoire, selon la vieille tradition héritée de Tamerlan. La troisième bataille intervient le 14 janvier 1761. Elle oppose cette fois l'armée des princes du nouvel empire marathe, alliés des Français et les Afghans. Ces derniers victorieux rétablissent l'empire moghol chancelant. Finalement, passé sous tutelle marathe puis britannique, il va persister en nom, sinon dans les faits, jusqu'à la Compagnie des Indes orientales. Bras armé de Londres, dépose et exile Bahadur Shah II en 1858. Ses précieuses bouches à feu, Babour les doit à ses 2 maîtres canonniers. L'artilleur ottoman Mustapha Rouni, le nom laisse penser à un grec converti à l'islam, et le fondateur perse Ali Kali. Quant à leur usage, le prince a également longuement étudié la bataille de Chindin Rana, remportée le 23 août 1514 par les Ottomans sur des Perses safavides 4 fois plus nombreux. Les canons sont de 2 tailles. Les plus lourds seraient des équivalents de la coulevrine occidentale de l'époque. Mais certains historiens pensent qu'il s'agit en réalité de pièces d'origine chinoise.
Ce sont de très grosses pièces, les autres semblent être de provenance ottomane ou égyptienne. Ils ne tirent que des boulets de pierre à quelques centaines de mètres. Babour aurait disposé à Pinipat d'une vingtaine de pièces au total, servies par des canonniers ottomans mercenaires. Les utilisés en race campagne constituent une nouveauté radicale dans cette partie du monde. L'artillerie est complétée notamment d'armes individuelles, environ 1200 arquebuses à mèche, au canon de bronze, là encore d'origine ottomane. Ces armes tirent un projectile de 250 grammes à 180 mètres, performance 2 fois inférieure, 500 grammes à 300 mètres, à celle d'un modèle portugais introduit alors dans le sud de l'Inde. Elle n'égale pas le redoutable arc composite des cavaliers mongols, dont la cadence de tir est 3 fois supérieure. Mais il est plus facile de former des arquebusiers dont les balles peuvent pénétrer les armures et parfois neutraliser les éléphants en les tuant ou en blessant gravement. Au matin du 21 avril, Ibrahim Lodi, assuré de sa supériorité numérique, donne ordre d'avancer. D'emblée, tout va mal. Effrayés par les premiers coups de canon, les éléphants refusent d'avancer. Au centre, un parti de cavaliers moghols s'avance, puis tourne bride. Cette fuite, feinte et vieux comme le monde, mais la cavalerie afghane d'Ibrahim Lodi tombe droit dans le panneau. Sa gauche charge, créant ainsi un dangereux vide avec le gros de l'armée, bloqué par les éléphants que l'on essaye de calmer. Après ses piètres débuts, le sultan tente d'organiser ses troupes en grosses colonnes d'assaut afin d'enfoncer les Moghols. À la jonction de leur aile et de la ville de Pinipat, Babour perçoit la manœuvre et renforce rapidement le secteur visé. Les troupes de Lodi, voyant l'opposition se durcir, marquent un arrêt, semant la confusion sur leurs arrières immédiats. C'est le moment que choisit Babour pour lancer sa Tulmulga. Ses ailes de cavalier commencent à accabler l'ennemi de leurs flèches. Les Indo-Afghans tentent alors de riposter. et de percer le centre moghol. Ce grand assaut frontal est le tournant de la bataille. En effet, les Moghols tiennent bon derrière leurs chariots et criblent les assaillants de flèches, de balles et de boulets. Exposés au bruit, à la fumée et aux projectiles, les éléphants veulent fuir vers l'arrière, piétinant ceux qui suivent. Une partie de la cavalerie encore organisée s'efforce alors de s'en prendre aux ailes des cavaliers archers moghols, qui refusent le contact, arrosant de flèches et entament une manœuvre d'encerclement. Chaque sous-unité qui avance est remplacée par une autre au même endroit, comme une roue qui tourne. Babour ordonne alors à son aile de cavalerie gauche de faire de même, mais contre la droite indo-afghane, tandis que la réserve charge de front à travers les chariots. L'armée du sultan, de plus en plus comprimée, voit son champ d'action se réduire, ses éléphants la piétiner, les projectiles ennemis décimer ses rangs concentrés. C'est la panique totale. Ibrahim Lodi tente alors de rallier une partie de sa cavalerie pour se dégager, mais il est tué, et la nouvelle de sa mort porte le coup de grâce. L'armée décomposée est la proie du massacre. 15 000 à 20 000 Indo-Afghans sont tués, contre 4 000 à 5 000 Moghols. À Pinipat, l'empire moghol remplace le sultanat de Delhi. Ce n'est pas un énième renversement d'une principauté pour une autre, mais une vraie date pivot dans l'histoire de l'Inde. S'il n'y implante pas l'islam, religion installée depuis plusieurs siècles et pratiquée par des dizaines de millions d'individus, Babour, qui meurt en 1530, fait exploser le fragile équilibre géopolitique au nord du sous-continent et domine bientôt un territoire immense correspondant aujourd'hui à l'Afghanistan, au Pakistan et à l'Inde du Nord. Ses successeurs vont édifier un empire musulman tolérant dont les Indiens resteront fiers jusqu'à nos jours. Grâce à des souverains comme Akbar, petit-fils de Babour et excellent dans tous les domaines, l'empire moghol va constituer la principale puissance dans la région et durer jusqu'à l'arrivée des Britanniques. Sa splendeur reste l'un des moments les plus glorieux de l'histoire indienne. En dépit des prouesses tactiques démontrées à Pinipat, les Moghols n'ont pas réussi à tirer de leur art militaire une supériorité décisive, pour preuve leur difficulté à agrandir leur empire par la suite. Ils auraient pu bénéficier des armes à feu, introduites déjà au compte-gouttes par les Perses et les Ottomans, passés maîtres de leur maniement, comme en témoigne leur victoire à Mohac, quelques mois après Pinipat.
À Mohacs, en Hongrie, près de la frontière croate, le 29 août 1526, les Ottomans de Soliman le Magnifique écrasent les chrétiens hongrois en utilisant un schéma similaire à celui des Moghols à Pinipat. Là aussi, le souverain vaincu, le roi Louis II de Jagellon, est tué au combat. Les Moghols n'en font rien. Il n'y aura en Inde, à l'inverse de l'Europe, aucune véritable révolution militaire. L'architecture des forteresses n'est presque pas modifiée, ni la guerre de siège. L'industrie et les techniques ne connaissent aucun boom. Les structures politiques et sociales ne sont pas bouleversées par les nouveaux outils de la politique. Les appareils d'État ne sont pas centralisés, ni les administrations fiscales modernisées. Le seul changement d'importance est la monétisation accrue des économies de tout le sous-continent. Les nouveaux armements sont donc dirigés, sans rien transformer, en profondeur, comme en Occident et d'autres parties du monde à l'époque moderne. À cet égard, et même si le cas indien est très différent, il ressemble assez à ce qui se passe en Chine à la même époque. Pourquoi l'Asie n'a-t-elle pas connu de révolution militaire? Les historiens arrivent à comprendre le comment, mais la question du pourquoi reste toujours mystérieuse. Comme on l'a vu, la bataille de Pinap, le 21 avril 1526, se termine par la mort d'Ibrahim Lodi. Babour poursuit alors son avancée vers Delhi, puis Agra. Il se proclame sultan, marquant ainsi le début de l'empire moghol. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.